Le taoïsme est attaché au mont Wudang, tandis que le bouddhisme est attaché au temple Shaolin, temple qu'on appelle le temple de la petite forêt. Le Wudang, par sa métaphysique et sa cosmologie, est la philosophie à laquelle je vais m'intéresser plus précisément. Elle permet d'éclairer d'une façon singulière ce que sont la guerre et la paix. Je vais m'appuyer là sur ce que dit Lao Tse dans le Tao Te Ching, qui est l'ouvrage de référence en ce qui concerne le taoïsme, qui a donné son nom même à la philosophie. Quelque chose de confus et mélangé était là, avant la naissance du ciel et de la terre, fait de silence et de vide, seul et immobile, circulant partout sans s'user, capable d'être la genèse de l'univers. Son nom reste inconnu, on l'appelle Tao. Et pourquoi pas grand absolu. Grand car il y a expansion, expansion toujours plus loin, distance qui s'en revient. Nous pourrions ici rapprocher cette philosophie de l'ontologie néoplatonicienne, et tout particulièrement celle de Plotin, qui distingue l'être comme unité matricielle, d'où les multiplicités, d'abord de l'intellect, puis celles des corps jaillissent. L'activité du sage consiste précisément à se détacher du multiple pour remonter par l'ascèse vers le principe. Si la guerre ne se manifeste que dans le multiple, la paix authentique ne peut être atteinte non pas par la victoire sur l'autre, mais par l'extraction du multiple et dans le retour vers le Tao. Lorsque le kung-fu est un art de la guerre, il ne vise jamais qu'à rétablir la paix extérieure en vue de garantir la paix intérieure, qui ne s'atteint que par un retour du sujet dans un cosmos conforme à son essence. Dans le monde se déploient des forces contraires qui parfois s'affrontent, mais lorsque l'on saisit la nature de l'être, on comprend qu'il n'y a d'affrontement que par la multiplicité des êtres qui émanent du principe. La paix ne peut s'atteindre dans l'existence parmi les 10 000 êtres, elle n'est atteinte qu'à l'occasion de la remontée vers le principe. La seule différence alors peut-être avec la philosophie de Plotin est que si l'être dont Plotin parle est un être par surabondance, ce vers quoi il s'agit de retourner dans le taoïsme, c'est le vide. C'est sous cet horizon que taoïsme et bouddhisme, dans les arts martiaux chinois d'ailleurs, semblent se rencontrer. Ce qui fait le plus résolument obstacle au retour vers le principe, c'est le principe d'individuation. C'est de celui-ci dont il faut s'affranchir. C'est ce qui nous sépare, ce qui nous détache de l'un dont nous émanons. Et comment s'affranchit-on de ce principe d'individuation ? Par la méditation, mais aussi par l'effort physique. On ne s'étonnera guère que les pratiques martiales auxquelles se livrent les moines Shaolin ou les sages taoïstes visent précisément à l'épuisement du sujet, pour permettre d'atteindre ce qu'il convient d'appeler le vide en mouvement. Ce vide en mouvement, dans la philosophie chinoise, il reçoit le nom de Chen. Je vais vous dire ce que Anna Cheng en dit dans son texte « Histoire de la pensée chinoise ». Le mouvement du Chen n'est pas cependant celui de l'inconscience, et encore moins celui de l'inconscient, mais celui de l'oubli de la conscience. Cela ne saurait se décrire par des mots, seul peut l'évoquer la perfection fulgurante du geste qui, à force de pratique et d'affinement, n'est plus conscient. L'esprit est alors d'emblée à son aise, et il y reste au point d'en oublier d'être tout aise de son aise. Évidemment, un tel horizon ne se donne pas aux profanes qui s'exercent aux arts martiaux comme on pratique le football ou l'aviron. C'est pourquoi on peut distinguer à l'intérieur des pratiques martiales les voies ésotériques des voies exotériques. Si la voie ésotérique est un chemin caché, elle ne l'est pas en vertu d'un quelconque secret. Les formes martiales peuvent être connues par tous et par tous ceux qui vont à leur rencontre. Mais s'il y a une voie ésotérique, c'est parce que le parcours dessiné ne saurait être dit, mais qu'il doit faire l'objet d'une expérience intime que seule une pratique rigoureuse et répétée peut offrir. L'essentiel de certaines formes ne peut se donner dans l'apparence extérieure, mais doit, au contraire, être vécu par le pratiquant et ne peut être communiqué tout simplement parce que ce dont il fait l'épreuve est au-delà de tout langage. Les arts martiaux internes, nés selon la légende comme le taoïsme, dans les monts Wudang, font de cette expérience intime du détachement et du retour au vide le cœur même de leur pratique. W comme Wudang renvoie donc tout autant à la pratique des arts martiaux internes qu'aux origines mythiques du taoïsme. L'exercice fondamental au cœur de Kung Fu, qu'il s'agisse des formes externes du Wushu ou des formes internes du Wudang par exemple, c'est ce que l'on appelle le Taolu, la suite de mouvements chorégraphiés dont la répétition rigoureuse conduit l'individu à intégrer profondément les formes martiales qui s'y dissimulent et à se déprendre de lui-même en rejoignant le vide de la forme. Ne pourrait-on pas dire alors que ce qui est combattu dans l'art martial, ce n'est pas tant l'autre que soi-même ? Excellent est celui qui ne compte que sur sa nature originelle et sur ses dispositions innées. Donc là, ce que nous dit Chuang Tzu dans le chapitre Pieds palmés qu'on trouve dans les œuvres complètes.
Celui qui ne voit pas lui-même mais voit l'autre, qui ne comprend pas lui-même mais comprend l'autre, celui-là possède les qualités d'un autre et perd les siennes propres. Ainsi, il réalise l'idéal d'un autre et abandonne donc le sien propre. Il ne s'agit donc pas, avec le Wudang, d'abandonner complètement la pratique physique, l'entretien de la santé, ni la guerre, ni la pratique de la guerre. Il s'agit bien de se combattre soi, de combattre ses passions en un certain temps, mais que ce combat n'est pas suffisant. Il n'épuise pas la pratique martiale. L'horizon martial est bien la paix, mais pas la paix politique, mais bien la paix de la conscience, dans laquelle seul peut naître là le bonheur de l'éveillé.